Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles et qui décrypte également avec vous les actualités et les enjeux du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission que vous pouvez retrouver tous les jours sur Bismart. Et au sommaire de cette édition, nous commencerons avec les clés de l'IMO, le rendez-vous dédié à l'investissement immobilier dans Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, nous reviendrons sur le potentiel nouveau mode de calcul du taux d'usure qui pourrait être remis à jour mensuellement et non plus trimestriellement. Est-ce que cela va apporter un petit peu de bouffée d'oxygène, un petit peu d'air pour les courtiers? C'est la question que nous poserons à Cécile Roclor, directrice des études d'Empruntis. Nous enchaînerons ensuite avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine qui se consacrera cette fois-ci à la formation des futurs conseillers en gestion de patrimoine. Nous nous demanderons comment former les futures générations de CGP. C'est une question que nous poserons à Éric Pichet, professeur et directeur du master spécialisé patrimoine et immobilier à Kedge Business School, mais une question que nous poserons également à Stéphanie Gagné, directrice générale adjointe chez Norcia. On se retrouve tout de suite. Et c'est parti pour les clés de l'IMO, le rendez-vous dédié à l'investissement immobilier de Smart Patrimoine. En l'occurrence, nous allons tenter de comprendre comment le taux d'usure, le mode de calcul du taux d'usure pourrait être amené à évoluer. Pour cela, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Cécile Roclor, directrice des études d'Empruntis. Bonjour Cécile Roclor. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Bon, la lumière est presque au bout du tunnel en matière de taux d'usure. C'est pas encore tout à fait officiel, mais on a quand même certains bruits de couloir, certaines rumeurs qui laissent entendre qu'on pourrait passer d'un taux d'usure calculé trimestriellement à un taux d'usure calculé mensuellement. C'est bien ça? C'est exactement ça. On sait qu'une réunion s'est tenue la semaine dernière entre les différents représentants du secteur du financement, le ministère de l'économie et la Banque de France pour évoquer la problématique du taux d'usure. Et vous le disiez, on s'oriente jusqu'à confirmation officielle. Bien sûr, oui. On s'oriente vers un calcul mensuel et c'est une excellente nouvelle pour toute la chaîne du crédit, pas seulement pour les courtiers, d'abord pour les emprunteurs dont les dossiers sont restés bloqués et sont encore bloqués aujourd'hui. Pour les courtiers, bien sûr, parce que notre objectif, c'est d'accompagner nos clients et de faire réussir leur financement, mais aussi pour les banques qui l'appelaient de leur vœu. Donc ça pourrait faciliter le passage d'un certain nombre de dossiers si jamais on calculait mensuellement le taux d'usure? Oui, c'est une grande révolution. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est parce que quand on évoque du trimestriel, du mensuel, on se dit à 2 mois près, on n'est quand même pas très loin. Oui, bien sûr. En fait, c'est plus fin que ça. Parce qu'effectivement, le nouveau taux d'usure qu'on a eu le 1er janvier, il a été calculé sur le dernier trimestre de 2022. A priori, quand même, plutôt sur le début de la période, parce que le temps de remonter les données et de calculer le taux d'usure, il faut un peu de temps. Bien sûr. Et puis surtout, c'est des crédits qui sont accordés par les banques. Ça veut dire que ce sont des dossiers qui sont rentrés dans les banques pour avoir des offres, peut-être 15 jours, 3 semaines, 1 mois ou 1 mois et demi avant. Oui, parce que c'est le moment où ça a été effectivement accordé par la banque. Donc ça veut dire que la durée de traitement du dossier, le dossier peut être entré un petit peu plus tôt, d'accord. Et donc c'est une moyenne qui ne reflète plus la réalité à un instant T du niveau de crédit ou du taux de crédit. Elle est clairement décalée, vous avez raison, parce qu'en fait on est dans une période, et il faut se le rappeler, d'augmentation des taux mensuels, voire beaucoup plus, parce qu'il y a certaines banques depuis l'augmentation du coût de l'argent qui augmentent leur taux plusieurs fois par mois, Bien sûr, voire quand c'est nécessaire, parce que l'OAT a la tendance à bouger. À être un peu volatile en ce moment, oui, c'est vrai. Et on a des petites surprises. En 15 jours, on peut prendre 70 points de base, donc ça peut aller très vite. Et donc, quand vous êtes dans une augmentation des taux comme ça qui va très vite, le taux d'usure calculé sur un trimestre, valable pour un trimestre, ça veut dire que vous pouvez avoir un décalage qui peut aller jusqu'à 5-6 mois entre la pratique des banques et le taux d'usure. Et c'est ce qui bloque énormément de dossiers. Alors, on a vu le phénomène s'accélérer à partir du mois de juillet, mais on va être clair, le changement du taux d'usure d'octobre et du 1er janvier, ça a laissé une bouffée d'oxygène d'une quinzaine de jours pour passer les dossiers. Et après, vous restez pendant 2 mois et demi sans quasiment pouvoir passer de nouveaux dossiers qui étaient bloqués avant. Donc là, le nouveau taux d'usure qui est en vigueur depuis le 1er janvier 2023, ça y est, la bouffée d'oxygène est passée pour le reste du trimestre? Oui, malheureusement. Alors, ça ne veut pas dire que tous les dossiers ne passent pas, mais ceux qui attendaient un petit relèvement ou un gros relèvement, ça dépend dans quel cas vous étiez, et qui espéraient que ça dure un petit peu plus longtemps pour représenter leur dossier, oui, on a passé ces dossiers-là. S'ils étaient bloqués le trimestre précédent, ils sont à nouveau bloqués puisqu'on a des banques qui ont augmenté leur taux de 10 points de base et puis on en a qui ont augmenté leur taux de 50 points de base, autant que le taux d'usure, parce qu'elles sont toujours en train de courir après l'augmentation des taux et elles sont dans le sillage du taux d'usure, mais ça ne suffit pas à remonter leur taux. Donc rien d'officiel pour le moment, mais on pourrait se diriger vers un calcul mensuel du taux d'usure, donc sur la base des crédits accordés le mois précédent, sur la moyenne du TAEG, donc des crédits accordés le mois précédent, qui prend en compte l'assurance et un certain nombre d'autres frais en lien avec le crédit immobilier. Ça pourrait donc débloquer potentiellement les crédits, mais
est-ce que ça pourrait faire augmenter drastiquement le taux de crédit pour les emprunteurs, Cécile Roquelaure? Alors, clairement, on va être transparent. Oui, ça va augmenter un peu plus rapidement que prévu. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il vaut mieux avoir un crédit 10 points de base ou 20 points de base plus cher, mais l'avoir, que de ne pas l'avoir? Oui, la question, elle est là. D'accord. En fait, aujourd'hui, la difficulté du marché, c'est qu'en fait, il n'y a pas de demi-mesure. Si les banques ne peuvent pas tarifer le crédit à son juste prix, en fonction de ce qu'elles payent elles-mêmes et des marges qui leur sont nécessaires, parce qu'aujourd'hui, les banques perdent de l'argent quand elles font du crédit, en fait, elles préfèrent ne pas en distribuer ou être extrêmement sélectives sur le profil ou sur le projet. Donc aujourd'hui, pour tous ceux qui sont bloqués, ils sont encore une fois de plus en plus nombreux, mieux vaut payer un petit peu plus cher son crédit, mais y accéder. Et puis de toute façon, aux prochaines révisions du taux d'usure, les taux à nouveau augmenteront pour suivre la nécessité de créer des marges. Et donc cette augmentation, elle aura lieu. L'avantage là, c'est qu'on va passer par palier. On va avoir des augmentations successives. Au lieu d'avoir 15 jours sur un trimestre, vous aurez grosso modo 15 jours tous les mois. Oui, bien sûr. Jusqu'au rétablissement d'une situation quasi normale qu'on n'espérait pas avant l'été. Donc là, on gagne quelques mois. Et puis, ça va avoir un autre avantage, c'est que les banques qui craignaient d'avoir une réouverture du robinet du crédit d'un coup parce que le taux d'usure était réajusté au bon niveau, elles se disaient, si ça intervient au début de l'été, on va être avec la moitié des effectifs, on sera... Il y avait une crainte côté banque, effectivement, d'avoir à gérer trop de dossiers d'un coup, clairement. Parce que justement, ça avait été bloqué pendant les 6 premiers mois de l'année. On a aujourd'hui beaucoup, alors les 6 derniers mois de l'année 2022, oui, bien sûr, et les 6 premiers mois de 2023, oui, bien sûr. Ça fait beaucoup de personnes qui attendent un déblocage de la situation et ont risqué quand même un emballement de la machine. Là, on va trouver une situation plus sereine et puis les emprunteurs vont pouvoir mener leur projet au printemps de l'immobilier, donc c'est plutôt une bonne nouvelle si cette modification se fait au 1er mars. Alors, je reviens sur justement l'impact pour les épargnants. Donc, on a parlé du niveau de taux. Est-ce qu'un taux plus élevé, permis par un taux d'usure recalculé mensuellement, va réduire un petit peu la sélection des dossiers qui est aujourd'hui particulièrement drastique quand on veut acheter? Alors clairement, c'est un autre des avantages de l'évolution du calcul du taux d'usure, puisque aujourd'hui, comme les banques perdent de l'argent, elles sont extrêmement sélectives, elles ne prennent pas de dossiers qui pourraient représenter un risque mineur même pour elles, parce que quitte à perdre de l'argent, on va plutôt perdre de l'argent sur des profils sûrs et des projets qui sont bien menés. Ou qui pourront souscrire à d'autres produits derrière et utiliser le crédit immobilier comme produit d'appel. On n'est pas forcément que sur du haut de gamme, mais on va plutôt s'orienter sur des profils beaucoup plus sécures pour le banquier. Si je perds plus d'argent et que je peux tarifer le juste prix, je peux rouvrir un peu les vannes et je peux prendre des profils un peu moins moyen de gamme et faciliter l'accès, principalement des primo-accédants modestes, qui sont ceux qui sont particulièrement sortis du marché ces derniers mois. Pour autant, le coût global du crédit immobilier coûtera un petit peu plus cher. Est-ce que ça peut avoir un impact? Alors effectivement, il y a toujours un décalage, c'est toujours long, mais est-ce que ça peut avoir un impact sur le niveau de prix de l'immobilier aujourd'hui en France? Alors c'est certainement ce qu'espéraient les institutions en ne touchant pas au taux d'usure, c'est que ça fasse le job que le HCSF n'avait pas réussi à faire, c'est arrêter l'emballement de la machine crédit et donc de la montée des prix. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'on va plutôt avoir une France qui va se découper par type de bien. Si vous vendez un bien qui est dans les attentes et dans les exigences des acheteurs, probablement que vous n'aurez pas de baisse des prix. On voit bien aujourd'hui, c'est plutôt les grandes métropoles qui baissent un petit peu ou qui s'infléchissent et de deuxième couronne ou de deuxième importance, elles continuent d'être portées par la demande qui est très forte. Par contre, si vous avez un bien avec une forte rénovation énergétique dans une zone détendue ou qui ne bénéficie pas d'infrastructures et qui ne correspond pas aux standards du marché, là, vous risquez d'avoir une baisse des prix. Donc, on va plutôt avoir une baisse qui sera hétérogène en fonction des secteurs et des types de biens. Et donc, plus en fonction de la typologie du marché que de l'évolution du marché du crédit ou du financement de l'immobilier? Alors, il y a toujours un effet retard entre évolution des taux et évolution des prix. On voit bien qu'après 8 mois de crédit plus resserré avec des augmentations qui restent significatives, même si les taux sont bas, on n'a pas un effet important sur les prix. Certes, ça va désolvabiliser une toute petite partie de la population parce qu'une augmentation des taux, ça joue sur votre capacité d'emprunt. Mais globalement, on n'attend pas pour l'instant de réajustement majeur. Un rééquilibrage. Un rééquilibrage. Et alors, la question qu'on peut se poser, parce que c'est vrai que le taux d'usure, je pense que maintenant tous les Français savent ce que ça veut dire, ce qu'on ne connaissait pas forcément il y a un an. Les courtiers en ont beaucoup parlé, puisque ça a bloqué beaucoup de dossiers. C'est peut-être pas forcément la seule explication, mais c'était une des explications les plus répandues. Quelle est la situation chez les courtiers, ou en tout cas chez Empruntis aujourd'hui? On se tient prêt, on rappelle tous les clients pour dire attention, si ça passe en mensuel, peut-être que le dossier pourra passer cette fois-ci? Alors, on vit une période où on est dans les starting blocks depuis 8 mois, parce que
dès qu'il y a une fenêtre de tir qui s'ouvre, qu'elle soit du taux d'usure ou de la politique commerciale d'une banque qui finalement nous dit je suis en attente à nouveau de dossier en ce moment, c'est un outil très important pour nos clients. Donc on est dans les starting blocks en permanence depuis 8 mois. On l'est encore plus aujourd'hui parce qu'on dit que s'il y a fenêtre de tir, effectivement, elle va être un peu plus longue, ouais, c'est ça. Il va falloir en faire profiter nos clients, mais c'est vraiment toute la chaîne du financement qui aujourd'hui est dans les starting blocks pour arriver à reprendre une activité la plus sereine possible et dans les meilleures conditions pour les emprunteurs. Un calcul mensuel du taux d'usure, ça réglerait tous les problèmes aujourd'hui en matière de crédit immobilier? Ça, on règle beaucoup. Parce qu'en fait, aujourd'hui, les fondamentaux du crédit sont réinstallés depuis maintenant la crise sanitaire. Les banques regardent chaque dossier, exigent de la préparation, exigent de l'épargne résiduelle ou pour l'apport. Donc, on est depuis maintenant 2 ans dans un système qui a beaucoup changé, qui n'est pas celui qu'on a connu il y a 3-4 ans. Mais ce qui bloquait vraiment, c'était la possibilité d'avoir des tarifs du crédit immobilier à hauteur de ce que coûte l'argent aux banques. Donc, si on débloque cette situation-là, on va régler énormément de problèmes, on va retrouver un marché beaucoup plus serein. Ça ne sera pas ce qu'on a connu il y a 5 ans, robinet ouvert, voire... ça, on risque de ne pas le retrouver tout de suite. Non, ça, clairement, aujourd'hui, au vu de la situation économique, clairement, les banques sont plus prudentes, les organismes de cautionnement aussi. Toute la chaîne de crédit a envie de sécuriser l'acte de crédit immobilier, même si on est un des pays les plus sûrs en la matière. Mais par contre, l'accès au crédit sera grandement facilité par rapport à aujourd'hui. Bon, je le disais en introduction, il n'y a rien d'officiel aujourd'hui. À l'heure où on se parle, on attend une communication officielle et on espère qu'elle arrivera vite pour déclencher les dossiers de nos clients le plus vite possible, clairement. Donc ça pourrait arriver, alors effectivement, là c'est des rumeurs, mais dans l'heure, alors peut-être, qui sait, mais sinon, ça n'arriverait pas avant le 1er mars, globalement, sur la mise en place, sur la mise en œuvre, effectivement, était évoqué 1er février, 1er mars, selon les bruits qui circulaient. Il est quand même plus probable qu'on soit au 1er mars qu'au 1er février parce que ça nécessite un peu de mécanique, à moins que ces mécaniques aient déjà été mises en place et qu'on ait la bonne surprise d'avoir une actualisation là, maintenant, en même temps que l'information officielle, la mise en œuvre. Et ça serait une excellente nouvelle, on gagnerait encore un mois. Merci beaucoup Cécile Roclor d'être venue sur le plateau de Smart Patrimoine pour commenter ce potentiel nouveau mode de calcul temporaire. D'ailleurs, il a été précisé dans les rumeurs que c'est temporaire, ce serait temporaire. C'est toujours, on a le droit de modifier, enfin le gouvernement a le droit de modifier le calcul du taux d'usure de façon provisoire, sinon on rentre dans des textes de loi et là c'est beaucoup plus lourd et c'est beaucoup moins agile. Donc oui, ça sera provisoire, mais de toute façon ce n'est un problème que provisoire. Donc rappelons quand même que ce serait temporaire si jamais c'est officialisé. Merci Cécile Roclor, je rappelle que vous êtes directrice des études d'Empratis. Merci à vous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Et nous enchaînons avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine qui va se poser une question: comment bien former les futurs professionnels de la gestion de patrimoine? Et pour en parler, nous avons le plaisir d'être accompagnés sur le plateau de Smart Patrimoine par 2 experts. Tout d'abord par Stéphanie Gagné. Bonjour Stéphanie Gagné. Bonjour. Bienvenue, vous êtes directrice générale adjointe chez Norcia. Norcia qui a notamment mis en place un incubateur pour les futurs ou nouveaux jeunes CGP. On en parlera dans un instant. Et nous avons le plaisir d'être accompagnés également par Éric Pichet. Bonjour Éric Pichet. Bonjour. Bienvenue également sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes professeur et notamment directeur du master spécialisé patrimoine et immobilier à Kedge Business School. On va commencer peut-être avec vous, Éric Pichet. On en parlait juste avant l'émission. Quand on veut commencer à se former à la gestion de patrimoine, ça arrive après ses études finalement. C'est après son premier master. On fait un master spécialisé pour la gestion de patrimoine? Non, pas forcément. Non, en fait, il y a une centaine de formations spécialisées en gestion de patrimoine en France, qui sont des formations de master en général. D'accord. Master 2. C'est-à-dire qu'on se spécialise plutôt après bachelor, 2 ans, master 1, master 2, assez souvent en alternance d'ailleurs. Bon, ma formation, c'est un master spécialisé. D'accord. Donc c'est un bac 6, je le recrute à master 2. Voilà. D'accord. Mais ça reste très... C'est pour les CGP limité. qui veulent être encore plus spécialisés, c'est ça, sur un sujet en particulier? Oui, ou les étudiants qui veulent vraiment commencer en banque privée. D'accord. Qu'est-ce qu'il faut comme qualité pour se lancer dans un métier en lien avec la gestion de patrimoine, pour aller suivre une formation en gestion de patrimoine, Éric Pichet? Il faut à la fois des compétences techniques. D'accord. Donc il faut être bon en finance ou en maths, Non, c'est ça? C'est plutôt du droit. Okay. Du droit fiscal. Enfin, la fiscalité, c'est du droit, bien sûr. Donc des bonnes connaissances de base en droit, des bonnes connaissances également en finance de marché notamment, pour tout ce qui est actions, obligations, etc. Il faut quand même comprendre ce qu'on va conseiller à ses clients demain. Exactement, les actifs. Et il faut avoir une bonne culture générale, parce qu'il faut s'intéresser à tout. S'intéresser à l'économie, s'intéresser à l'écologie, à l'environnement qui
qui nous concerne finalement. Qui est mouvant, et d'ailleurs on va en parler, mais alors, je suis quand même un peu interpellé que la première connaissance que vous mentionnez, c'est juridique. Avant même d'aller chercher les investissements ou les placements, c'est juridique, c'est les montages juridiques, ou en tout cas la connaissance juridique. Le droit dans nos métiers, c'est la base, et non seulement pour les produits, mais également pour le métier. D'ailleurs, on voit de plus en plus que les contraintes réglementaires sont de plus en plus lourdes pour tous les conseillers, qui passent souvent plus de la moitié de leur temps à régler des problèmes réglementaires. Stéphanie Gagné, alors avant de parler de l'incubateur de Norcia, vous êtes d'accord avec ce constat que d'abord la vraie complexité d'un métier de CGP aujourd'hui, c'est le juridique dans un premier temps, avant d'aller regarder tout ce qui est placement et investissement? Bon, je ne vais pas déborder sur le sujet en lui-même, mais quand on a interrogé, puisqu'on a eu cette démarche-là, avant de sortir notre offre incubateur by Norcia, on s'est dit de quoi ont besoin les nouveaux CGP. Qu'est-ce qui leur manque? Il n'y a pas que des jeunes, parce qu'il y a des CGP plus âgés qui se lancent. D'accord. Il y a des jeunes, effectivement, qui sortent de l'école. Donc, je différenciais les deux profils. Donc, on les a interrogés une dizaine de jeunes CGP, c'est-à-dire installés à moins de 2 ans. Et puis, on va leur demander quels étaient leurs besoins ou quels sont leurs besoins. Non, moi, c'est du bon sens et on ne va pas se tromper. Et donc, le premier pan, le premier facteur, la première contrainte, la première problématique, c'est juridique et réglementaire. D'accord. C'est déjà l'installation, c'est-à-dire que, alors, juridique au sens large, c'est-à-dire quelle structure, comment je vais monter ma boîte. Ah oui, donc juridique en tant qu'entrepreneur, finalement. C'est vraiment juridique au sens large. D'accord. Parce qu'eux-mêmes ont des problématiques de chef d'entreprise. Donc, par rapport à mon régime matrimonial, ma situation, donc quelle est la forme juridique que va prendre ma société, nom propre, SARL, SAS, enfin, bref. C'est amusant, c'est-à-dire que les questionnements en fait, des CGP sont ceux sur lesquels ils vont potentiellement accompagner demain, justement, vous voyez le régime matrimonial. Ce sont des chefs d'entreprise. Oui, d'accord. Donc, au final, les cas qu'ils m'ont traités, c'est un peu eux-mêmes aussi, par la même occasion. Donc, il y a cette partie en amont. Ensuite, il y a la partie agrément, parce que CGP, c'est quand même une petite d'agrément. C'est pas un agrément CGP. Vous avez l'agrément de courtier, vous avez l'agrément IEBSP, vous avez l'agrément CIF, vous avez éventuellement la carte T, et à chaque métier, vous avez des obligations. Alors, des obligations qui vont dans le sens du client. Donc, ce n'est pas qu'une obligation... Pour protéger le client. Pour protéger le client. Oui. C'est l'idée de base. Donc, avant de développer son activité, il faut d'abord avoir le droit de l'exercer et ensuite de sécuriser son activité. Parce que si on a une activité et qu'on se fait coller au premier contrôle AMF... Ça bien sûr. Oui. Donc, ces problématiques-là, elles ont été clairement identifiées. Après, il y a juridique, réglementaire, mais il y a effectivement tout ce qui est ingénierie patrimoniale. Donc, alors nous, ça tombe bien, on avait une équipe... Donc ingénierie patrimoniale, ça remonte aussi des manques ou des besoins que vous avez identifiés lorsque vous avez fait le sondage dont vous nous avez parlé. C'est dans le premier... D'accord. Il y a une dizaine d'items, une dizaine de CGP, alors on a pris des échantillons très différents, avec des profils différents, et vraiment, c'est le premier qui ressort. Après, il y a le sourcing client, en deuxième, pour tout vous livrer. En troisième, c'est l'IT, logique, oui, bien sûr. Ouais. En quatrième, marketing, communication, et prospection, c'est vraiment en cinquième. Donc, on voit bien que, voilà, c'est étrange parce que spontanément, on ne serait pas allé directement vers ces services-là. Et donc, on a décliné, puisqu'on avait ces matières grises et cette valeur d'entreprise, l'ensemble des services en fonction de leurs besoins. Mais oui, une ingénierie patrimoniale, évidemment qu'ils connaissent leur métier. Alors, petite digression, il y a quand même deux types de conseillers. Il y a les conseillers qui sont des pros de la structuration patrimoniale, de l'organisation patrimoniale, qui vont être des pros sur la transmission, la fiscalité, etc. Et on trouve quand même un deuxième profil, alors c'est pas aussi tranché, mais d'allocataires. C'est-à-dire qu'il y a des sites... Qui sont plus spécialisés placement, pour le coup. Sur l'allocation d'actifs, la sélection de fonds, la sélection de gérants, l'allocation... Enfin, je trouve qu'il y a vraiment Et Éric Pichet, il y a une troisième catégorie, c'est les médecins du patrimoine. C'est-à-dire les gens qui ont une vision, des généralistes. C'est d'ailleurs l'essentiel pour moi, enfin à mon avis. C'est-à-dire des gens qui vont accompagner les particuliers, donc c'est un métier libéral, on accompagne des particuliers sur le long terme et sans se focaliser tout de suite sur les produits ou sur la structuration. Donc c'est ceux chez qui on va faire un check-up santé patrimoniale, c'est ça, et qui vont ensuite vous... le bilan patrimonial, d'accord, c'est nécessaire. Et après, ce sont on fait le diagnostic, on évolue et on essaye de bien comprendre quels sont les besoins à court terme et surtout à long terme du client. Et j'aurais dû commencer par cette question, Éric Pichet, et je rejoins ce que nous a dit Stéphanie Gagné en vous posant la question, c'est quel est l'âge des gens qui font un master spécialisé en patrimoine et immobilier? Moi, c'est très simple, ils ont 18 ans pour le bac, donc... Ah oui, d'accord, c'est forcément master 6, il n'y a pas de... Ils ont les miens, et là, je recrute d'accord, ok, je comprends. La promotion 2000. Donc on est vraiment sur de la formation initiale, d'accord. Initiale, ils ont quand même bac 6. Oui, c'est vrai. Ils sortent de bac 6. Et alors justement, avant concrètement, aujourd'hui, cette émission s'en fait l'écho depuis maintenant 1 an.
intervenants, le contexte d'investissement, le contexte de placement, même le contexte fiscal évolue. En ce moment, on parle de réforme des retraites, on parle d'inflation, on parle d'évolution du métier. Est-ce que c'est des choses qui sont intégrées dans les masters, dans la formation initiale? L'environnement, il évolue tout le temps. De toute façon, ça fait 25 ans que je fais ce métier de former des jeunes. Ça a toujours évolué. On a eu toutes les crises possibles et imaginables et on en aura d'autres dans 2-3 ans. Donc il faut effectivement, à partir d'un curriculum, c'est-à-dire d'un ensemble de cours de 480 heures par an, pour vous donner un ordre d'idée, il faut que chaque intervenant puisse effectivement faire évoluer son cours. D'accord. Et c'est chaque intervenant qui fait évoluer son cours. Et nous, on essaye de s'assurer qu'il y a une cohérence de l'ensemble, c'est ça. Oui, mais par exemple, quand on voit que l'inflation progresse, que du coup, le livret A voit son taux augmenter, qu'on peut se poser la question en tant qu'épargnant de se dire, oui, on me propose des investissements en actions, mais en même temps, j'ai du 3% sur mon livret A. Qu'est-ce que le gestionnaire de patrimoine doit peut-être prendre des décisions différentes que celles qu'il avait l'habitude de prendre il y a 5 ans? Est-ce que ça, du coup, est-ce que c'est intégré dans la formation ou non? Ou c'est après, derrière, à chaque CGP de se faire son idée? Non, c'est-à-dire que, en fait, la formation, c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait à la fois un aspect théorique, un peu théorique, et puis des intervenants qui sont des professionnels. Oui, qui eux vont expliquer comment ça fonctionne. Voilà, d'accord, comment ils le font. L'important, c'est pas de dire, voilà, je vais vous dire où on en est avec l'inflation à 6%, les conseils. Parce que ça, dans 3 ans, ce sera différent. Oui, bien sûr. À 7 ou elle sera à 5, peu importe. Voilà. Donc ce qu'il faut, nous, c'est qu'on leur donne un cadre théorique qui leur permet de comprendre ce qui se passe. Voilà. Ça, c'est le boulot des formateurs. C'est d'abord ça le boulot des formateurs. Oui, surtout que là, j'ai pris un exemple d'investissement, mais alors si on parle d'évolution fiscale aussi, ça change souvent. Ça ne sert à rien de faire 70 heures de cours pour apprendre le Code général des impôts, il change tout le temps. L'important, c'est de comprendre comment ça se construit et puis de le suivre, évidemment, régulièrement. Voilà. C'est ça qui est important. Stéphanie Gagné, quand les futurs conseils en investissement financier, les futurs CGP sortent de l'école ou sont en reconversion professionnelle, comme ceux que vous avez pu mentionner, effectivement, vous constatez que le premier trou dans la raquette, c'est celui d'apprendre à être chef d'entreprise, finalement. C'est pour ça que vous avez lancé un incubateur. Alors, c'est pas seulement chef d'entreprise, c'est aussi toutes les obligations réglementaires. Oui, bien sûr. Oui. Le contexte réglementaire qui est extrêmement complexe du CGP. Ensuite, c'est le sourcing, on va dire, fournisseur, c'est-à-dire le sourcing produit. D'accord. Avant même de chercher des clients, c'est savoir qu'est-ce que je vais proposer. Je sais faire, ou je sors d'une banque privée, ou je sors de l'école, quel assureur, quel contrat, quel SCPI, quel fonds, quel... Oui, bien sûr. Et là, alors, c'est génial quand on est indépendant, et ça répond à votre question sur le contexte. Les plus armés aujourd'hui, dans des contextes compliqués, c'est quand même les conseillers. Ils ont absolument une latitude énorme en matière de choix d'investissement, et sans contrainte, et une agilité surtout. Ils ne vont pas passer par des comités nouveaux produits, des nouvelles directives. Non, ils ont une capacité d'agir qui est quand même hyper rapide par rapport à des grosses institutions. Oui, mais est-ce qu'ils ont le temps d'aller chercher tous les produits, décortiquer tous les produits, et est-ce qu'ils ne vont pas finalement retrouver ce qu'on trouve déjà chez tous les autres CGP? Alors non, parce que c'est marrant parce qu'on en discutait tout à l'heure. Un contrat d'assurance vie. Alors déjà en tant que courtier, dans les devoirs du courtier, le courtier est mandaté par son client. Donc en tant que courtier, je dois avoir fait une analyse objective du marché pour vous proposer un contrat. C'est-à-dire que j'ai analysé des contrats d'assurance. Ça tombe bien, et marketplace, multifournisseurs, architecture ouverte. Donc ça veut dire qu'on va avoir 9 contrats actifs, et donc on sait comparer les contrats. Et en fonction du client, on va tout de suite dire, voilà, en fonction du besoin client, voilà quel contrat. Et tous les contrats ne se ressemblent pas, croyez-moi. Et vous pouvez ouvrir un contrat d'assurance, c'est ce que j'ai expliqué, et vous dire, moi je voulais faire du 100% private equity ou du 100% immobilier. Mince, mon contrat ne le permet pas. Voilà. Donc vous engagez dans un contrat, c'est vous engager dans des conditions particulières, donc ça nécessite l'analyse du produit. D'accord. Ouais. Et donc c'est là où il y a une difficulté aujourd'hui, c'est d'aller chercher tous ces produits à proposer quand on est chez CGP, c'est ça? Exactement. On peut sortir de l'école et se dire, voilà, le retour des rendements obligataires, ou le retour des rendements obligataires, c'est contextuel. Oui, mais quelle société de gestion? Quel fonds? Là, j'ai envie de dire, tout commence. Une fois qu'on a conclu ça, c'est faire l'allocation d'actifs. Et alors, bien sûr, il y a des outils qu'on a à disposition, comme Cantalis, des outils bien connus, des simulateurs, etc. Mais néanmoins, c'est bien d'avoir quelqu'un au téléphone, des vrais gens, des vraies équipes, des vrais experts, qui vont dire, pour telle ou telle raison... chez Norcia, vous faites comment concrètement? Vous faites une présélection pour les CGP que vous accompagnez ou Alors, on peut avoir à peu près tout ce qu'on a envie, puisqu'on est totalement en architecture
lecture ouverte. Néanmoins, on a une équipe d'expertise qui analyse les fonds et qui va accompagner les CGP sur des idées d'allocation. Alors, ils ne font pas de conseil, ils ne font pas du conseil au niveau client, surtout pas. Mais ils vont accompagner le CGP pour travailler et avoir des idées d'allocation ou orienter vers des asset managers plus spécialisés que d'autres sur telle et telle thématique, ou faire découvrir aussi au CGP, qui est peut-être dans sa zone de confort parce qu'il sort d'une banque privée, il connaît que les fonds maison, le faire sortir de sa zone de confort pour aller chercher d'autres asset managers qu'il ne connaît pas, faire découvrir d'autres nouveautés, etc., etc. Donc ça, cette expertise, elle est très importante au démarrage. IP, ingénierie patrimoniale, ingénierie financière, expertise juridique, expertise réglementaire, au démarrage, c'est essentiel. Éric Pichet, alors ma question se base sur une actualité qui concerne les courtiers, la réforme du courtage, mais on peut l'élargir à tous les métiers de la gestion de patrimoine. Dans le sujet de la réforme du courtage, il y a notamment le sujet de la formation continue des courtiers. Comment est-ce que... Ça existe déjà. Ça existe déjà, bien sûr. Ça existe. 20 heures par an, etc. Bien sûr, non, ça existe déjà. Le sujet, c'était que les associations, effectivement, suivent ça et qu'il faille adhérer à une association agréée. Ma question est, quand on est responsable d'un master en formation initiale, comment est-ce qu'on s'intègre dans un métier où il va falloir ensuite avoir de la formation continue tout au long de l'exercice? Oui, mais c'est une autre activité, l'activité dite exécutive, c'est ça. Mais je voudrais revenir sur un point très important là, concernant les étudiants qui sortent de la formation initiale. C'est qu'il est très rare qu'un étudiant crée son cabinet en sortant. D'accord. Il ne faut pas se leurrer. Okay. Le profil c'est important à dire pour ceux qui nous écoutent. Bien sûr. Le track habituel, c'est banque privée, pendant quelques années, et après ils évoluent en gestion de fortune éventuellement, etc., où on travaille chez un CGP pendant 5-6 ans, on apprend le métier, on devient associé, on crée son cabinet. Mais j'ai très peu d'étudiants, j'en ai peut-être un tous les 2-3 ans, qui crée son cabinet. D'accord. Voilà, et c'est souvent parce qu'il est dans un environnement familial favorable. D'abord, on va se former un peu sur le terrain. Forcément, donc on ne va pas arriver en sortant comme ça. On a les bases théoriques, ok, mais on peut pas commencer en mettant sa plaque et puis en développant le... il faut déjà avoir les clients aussi. Oui, bien sûr. Mais donc, du coup, on va les chercher chez les autres, c'est ça? Non, mais on apprend, on voit comment ça se passe. Alors, moi, j'ai un super truc, c'est le transfert pacte. Si vous voulez récupérer des clients, c'est super facile. Au démarrage, ça peut être intéressant. Non, écoutez, alors, quel conseil vous donneriez à un jeune qui veut se lancer aujourd'hui, Éric Pichet, un jeune ou une jeune qui veut se lancer aujourd'hui en gestion de patrimoine? Je pense qu'il faut déjà faire ses armes, soit en banque privée, soit dans un cabinet de gestion de patrimoine de taille moyenne. Si je suis mauvais en maths, j'oublie la gestion de patrimoine? Pas du tout. Non? Pas du tout. Oui, très bien. L'important, c'est aussi la relation client. C'est ce que j'allais dire, le contact humain peut compenser... la psychologie, c'est fondamental dans le métier. Oui. Stéphanie Gagné, même question. Quel conseil vous donneriez à des jeunes qui veulent se lancer aujourd'hui? Mais jeunes ou moins jeunes, d'ailleurs, vous avez dit moins jeunes. Oui, alors c'est pour ça que j'associe toujours les jeunes qui sortent de l'école, effectivement, qui n'ont pas de clients, qui n'ont pas pratiqué encore. Donc c'est comme en médecine, où à un moment donné, on fait l'internat, il faut quand même pratiquer un petit peu. Oui, bien sûr. Du vrai, de la vraie vie. Donc cela, je suis d'accord avec Éric, il faut pratiquer, il faut peut-être pas se lancer tout de suite. Mais en revanche... il faut se tromper avant de se lancer, c'est ça? Oui, alors je ne sais pas si en médecine c'est valable ça, mais... Oui. On en tue beaucoup avant d'être bon. Mais oui, évidemment. Après, on parlait des banquiers privés, évidemment, on a beaucoup de banquiers privés déjà les jeunes CGP viennent beaucoup nous voir parce que forcément, c'est quand même facile avec Norcia de démarrer et de s'occuper du développement. Bien sûr, et on gère tout le reste, globalement. Mais non, les banquiers privés, eux, recherchent un accompagnement, mais surtout, ils veulent qu'on les oriente, qu'on les réassure, qu'on les soulage, surtout en matière de traitement d'opérations, etc., pour qu'ils puissent se consacrer au développement. La clientèle. Le développement de la clientèle, c'est leur premier objectif quand ils sortent des banques. Je disais en rigolant, les transferts packs, c'est important. C'est que on a une dizaine d'assureurs dans notre stock, et effectivement, c'est quand même un moyen génial de récupérer des contrats. Et on finira là-dessus. Merci beaucoup Stéphanie Gagné, directrice générale adjointe chez Norcia. Merci Éric Pichet, professeur, directeur du master spécialisé patrimoine et immobilier à Kedge Business School. Merci à vous de nous avoir suivis et à très vite sur Bismart.